Si Jules Verne est un des précurseurs de la science-fiction, il existe un autre nom, oublié par l'histoire qui a pourtant donné vie à un univers grandiose. En 1912, Edgar Rice Burroughs invente un monde, un désert rouge, deux lunes, des cités étranges et un héros terrien projeté dans une guerre millénaire. C'était A Princess of Mars, la première aventure de John Carter. Et un siècle plus tard, Disney décide d'adapter cette légende, avec un budget colossal, un réalisateur oscarisé et l'ambition d'ouvrir une nouvelle saga à la Star Wars. Résultat, un échec retentissant, l'un des plus gros flop de l'histoire du studio. Un film aussitôt oublié, enterré sous les moqueries et les bilans financiers. Mais, et si on avait jugé John Carter un peu trop vite? Et si ce blockbuster maudit n'était pas seulement une erreur de calcul, mais aussi l'une des premières grandes fresques romantiques de la science-fiction? Et si, derrière ces maladresses, il cachait quelque chose que les blockbusters d'aujourd'hui ont perdu? Une véritable sincérité? Et surtout, et si cette saga avait eu le succès qu'elle méritait? Et si son auteur était enfin reconnu comme le Tolkien de la SF? Car oui, l'œuvre de Burroughs est à la science-fiction ce que Tolkien est à la fantasy, ou plutôt ce qu'elle aurait dû être. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on retourne donc sur Barsoom, pas pour réécrire l'histoire, mais pour comprendre comment ce rêve a pu devenir un naufrage, et pourquoi, aujourd'hui, il mérite peut-être d'être redécouvert. De plus, c'est un film dont je veux vous parler depuis longtemps. L'un d'entre vous, il se reconnaîtra, me l'a même demandé plusieurs fois, et ça m'a pris un an. Mais voilà, j'avais commencé cette vidéo à l'époque sans vraiment savoir comment l'aborder, puis j'ai perdu mon disque dur. Je voulais quelque chose d'un peu original, pas le classique plus gros échec de Disney façon putaclic. Vous le savez, ça m'intéresse pas vraiment, je me considère pas vraiment comme une chaîne cinéma au sens pur, ni comme un critique. D'autres le font bien mieux que moi et avec plus de passion. Moi, ce que j'aime, c'est parler d'histoire, de récits, de narration, de la façon dont une histoire est racontée et de ce qu'elle raconte en surface ou en creux. Et puis, en ce moment, on parle beaucoup de science-fiction sur la chaîne. Entre les folies d'Apple TV, Alien Earth et d'autres vidéos à venir, vous verrez. Alors, évoquer l'un des pères fondateurs du genre me semblait aussi tomber à pic. Ici, je préfère donc vous parler de la légende que ce film aurait dû être. Ou en tout cas de cette franchise, de l'impact qu'elle a eu et de celui qu'elle aurait pu avoir. Alors oui, je parlerai très peu de chiffres, voire même pas du tout, car ce n'est pas le cœur de cette vidéo, et quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, évidemment pensez au petit pouce, c'est gratuit, n'oubliez pas non plus de vous abonner, avec la petite cloche pour ne rien rater des sorties sur la chaîne, et puis un partage, c'est très utile pour le référencement, et ça fait toujours plaisir. Donc merci d'avance. Et donc John Carter, un film anachronique, un monde oublié, un héros que personne n'a vraiment reconnu, et une SF qui, en voulant renaître, c'est perdu. Pour comprendre cet échec si particulier, il faut remonter bien plus loin que 2012. Avant de vraiment commencer, petit disclaimer, parce qu'il y a un an, j'ai déjà fait une vidéo un peu dans le même esprit. J'y parlais plutôt de fond, de volonté créative, de narration, etc. Ou dans le cas de cette vidéo, de l'œuvre originale dont le film est l'adaptation, et donc apparemment je n'avais pas fait les critiques nécessaires envers le film. Donc encore une fois, je vais volontairement faire l'impasse sur certains éléments que d'autres ont déjà pointé du doigt avec une joie presque sadique, donc comme ça vous êtes prévenus. Par exemple, oui, les costumes ont parfois l'air d'avoir été récupérés dans le rayon solde d'une convention de cosplay, ou Lynn Collins, notre princesse Dijatoris, qui, comment dire, est vraiment mauvaise dans ce film, et ce n'est pas seulement de sa faute, certaines de ses répliques semblent écrites pour un public cible de 5 ans d'âge moyen, et Taylor Kitsch, notre John Carter, fait le boulot. Mais clairement, c'est Willem Dafoe en Tartarkas ou Samantha Morton en Sola qui tirent vraiment leur épingle du jeu, je trouve. En face, Dominic West en méchant Saptan, qui cabotine comme si on tournait Flash Gordon en 1980, et Mark Strong en Matai Chang, le grand terne, qui a l'air de se demander ce qu'il fout là à chaque séquence. Bref, vous voyez le tableau, le film est loin d'être parfait dans son exécution. Mais son histoire, elle, aurait pu, ou même aurait dû, atteindre le statut de légende, comme Dune de Frank Herbert ou le cycle Fondation d'Asimov. Et c'est précisément de ça que je vais vous parler ici. Parce qu'en vrai, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de se concentrer sur ce qui fonctionne, sur le positif ? Alors oui, je sais que sur YouTube, c'est le négatif qui attire le clic, donc partage vraiment cette vidéo tout de suite, car perso, je trouve plus stimulant intellectuellement de tenter de réhabiliter un flop que de juste l'enterrer encore plus. Donc ok ? On est bon? Promis, vous ne me ressortirez pas dans les commentaires un argument pété recyclé d'une vidéo vieille de 10 ans? Alors c'est parti! Avant d'être un Disney oublié, John Carter c'est d'abord une légende poussiéreuse venue du fond des âges. Une fresque martienne née en 1912, bien avant Star Wars, bien avant Dune, bien avant Alien et tant d'autres, bien avant que la science-fiction n'ait des sabres laser ou des vaisseaux rutilants. Edgar Rice Burroughs, l'auteur déjà célèbre de Tarzan, imagine une planète rouge ravagée par la guerre, peuplée de barbares à 4 bras, d'une princesse à la peau cuivrée, de machines volantes, de duels à l'épée, de temples anciens et de codes d'honneur oubliés. Il l'appelle Barsoom. C'est Mars, mais vu par les yeux d'un rêveur américain du 19e siècle. Ce n'est pas de la science-fiction comme on l'entend aujourd'hui, c'est une fantaisie coloniale, un exotisme romantique, un romantisme guerrier.
Un monde où l'amour peut sauver les empires, où les monstres ont une âme et où l'on meurt pour une idée aussi ringarde que l'honneur. Barsoom est le théâtre d'une mythologie qui va inspirer des générations entières d'artistes. George Lucas, Frank Herbert, James Cameron, tous ont lu Burroughs. Tous ont pillé, réécrit ou réinventé Barsoom à leur manière. Même Superman doit son gigantesque saut à John Carter. Ce soldat terrien, transporté sur Mars, est devenu plus fort grâce à la gravité faible. Et ici, du coup, détail étonnant, Burroughs avait déjà conceptualisé des éléments qui nourrissent encore aujourd'hui la pop culture et qui étaient aussi à peine conceptualisés au niveau de la science dure, comme justement avec l'impact de la gravité sur la force d'un héros. Avec Superman évidemment ou même Dragon Ball et quelques autres. John Carter c'est aussi l'archétype du héros pulp, un homme sans passé, sans peur et presque immortel. Un vétéran de la guerre de sécession qui s'endort dans une grotte et se réveille sur Mars. Il comprend vite les règles, gagne les duels, séduit la princesse et finit par sauver la planète. C'est simple, direct, efficace, un fantasme de virilité héroïque qui ne se pose pas trop de questions. Alors oui, avec le recul, on peut y voir des relents d'un imaginaire colonialiste, la figure du sauveur blanc, le regard occidental sur la civilisation et la barbarie, mais pour l'époque c'était déjà une petite révolution. Burroughs plaçait une femme en figure de pouvoir, créer des peuples martiens dotés d'une vraie culture et raconter un monde en fin de vie, marqué par la pénurie d'eau et la guerre permanente. Barsoom est une planète fatiguée, sa poésie vient autant de ses décors que de son désespoir. Et en y regardant bien, on retrouve là des thématiques brûlantes aujourd'hui encore, crise climatique, conflits interminables, rapports de pouvoir, etc. Des sujets qui depuis 1917 étaient déjà au cœur de la saga martienne. De plus, avant que John Carter ne voie enfin le jour en 2012, l'histoire de Burroughs a longtemps erré dans ce qu'on appelle le développement L d'Hollywood. La première tentative sérieuse remonte aux années 30. La MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, voulait en faire un film d'animation en stop motion réalisé par Bob Clampett, l'un des papas de Bugs Bunny. Et l'idée était visionnaire pour l'époque, créer un long métrage d'animation de science-fiction adulte avec des tarks articulés image par image. Mais les tests jugés trop étranges par les producteurs ont fait peur au studio et le projet a été enterré, privant le monde de ce qui aurait pu être le tout premier long métrage d'animation américain, bien avant Blanche-Neige. Dans les années 80, c'est Disney qui s'y intéresse déjà, avec l'idée d'un film en live action utilisant les débuts des effets numériques. On parle même de Tom Cruise pour jouer John Carter. Mais là encore, le coût et la complexité des effets spéciaux refroidissent tout le monde. Les années 2000 voient un autre projet avorté, cette fois chez Paramount, avec Robert Rodriguez pressenti à la réalisation. Il voulait pousser l'univers vers quelque chose de plus violent, et pulp, fidèle à l'esprit des romans. Mais son nom, alors entaché par des histoires de syndicats et de crédits à l'écran, le studio coupe court. Et ironie du sort, ce sera à nouveau Disney des années plus tard qui récupérera le bébé. Bref, John Carter c'est un peu le Don Quichotte de Terry Gilliam de la SF, une œuvre maudite qui a passé près d'un siècle à être annoncée, abandonnée, ressuscitée puis abandonnée à nouveau, jusqu'à ce qu'Andrew Stanton finisse par le concrétiser, pour le meilleur, et souvent pour le pire. Alors, quand Disney décide d'adapter Une princesse de Mars, c'est un pari fou, car il ne s'agit pas seulement de dépoussiérer un vieux roman pulp, il parle de ressusciter un mythe fondateur, un univers centenaire, dans une époque de super-héros et d'humour méta. Au XXIe siècle, peut-on faire renaître Mars dans un monde qui a déjà tout vu? Peut-on filmer une aventure chevaleresque sans second degré? Et peut-on raconter John Carter sans le trahir? Car c'est là que commence le vrai défi du film, ce n'est pas une simple adaptation, c'est une tentative de faire parler le passé dans une langue que le public d'aujourd'hui ne comprend plus vraiment. Il y a quelque chose d'un peu triste dans le regard de John Carter, peut-être la gravité martienne ou le poids d'un siècle d'attente, entre désuétude et grandeur. Un héros imaginé en 1912, exhumé en 2012 et jeté dans un monde où les super-héros plaisantent en pleine bataille et où même les guerriers brisés savent rester cool. Lui, c'est juste John Carter. Il saute haut et il frappe fort et il veut rentrer chez lui, en tout cas au début. Le film d'Andrew Stanton en fait un vétéran traumatisé, un homme brisé par la guerre de sécession, devenu cynique, solitaire et presque apathique. Ce n'est plus le pur héros pulp du roman, celui qui fonçait, noble et invincible sans une once de doute. Ici, Carter fuit la douleur, le devoir et fuit carrément le conflit. C'est presque à contre-cœur qu'il est propulsé dans l'histoire. Il refuse d'être un sauveur, il refuse d'aimer, il veut juste qu'on lui foute la paix. Et c'est là que Disney change la donne. Plutôt que l'archétype triomphant, on nous offre une version post-Bourne, post-Nolan, plus sombre, plus introspective. Et surtout, calibrée pour les sensibilités de l'audience moderne. Cette formule qui annonce généralement une belle grosse bouse. Une mise à jour psychologique qui, sur le papier, humanise le héros, mais qui crée une dissonance avec l'univers pulp de Barsoom, comme si on avait collé le personnage de Batman dans un roman de 1912. Dans les pages de Burroughs, John Carter est presque un surhomme inébranlable, toujours droit, toujours noble, jamais brisé, un fantasme d'aventurier forgé dans l'honneur, capable de rallier des armées par la seule force de son charisme.
Alors que dans le film, il doute, il tombe, il fuit, et si, oui, il drague un petit peu aussi, donc il est plus proche d'un Aragorn fatigué que d'un Conan triomphant. Une faiblesse humaine, bienvenue pour certains, mais qui retire une part de la grandeur simple, quasi mythologique qui faisait la force du personnage original. Et c'est notamment parce qu'il fuit que la rencontre avec Dijatoris fonctionne à peu près dans le film. Son personnage n'est plus seulement la princesse à sauver, elle est scientifique, stratège, résistante, etc. Et c'est elle qui perçoit le héros derrière l'homme brisé. C'est elle qui l'amène à choisir un camp. L'amour devient alors un moteur. À travers elle, le film offre à John Carter une raison de rester, de se battre et de croire à nouveau. Mais au fond, le vrai problème est ailleurs. John Carter est une sorte de héros désynchronisé. Il n'est plus au bon endroit, ni au bon moment. Son modèle héroïque chevaleresque est démodé, c'est un archétype d'homme du passé, ou qu'on tente de nous vendre comme étant du passé. Sa sincérité, du coup, devient presque anachronique dans un cinéma où l'on a peur de prendre les émotions au sérieux. Et à l'époque où une certaine mouvance, aujourd'hui au taquet, était déjà à ses débuts. En gros, un film sans blague forcée, sans recul ironique, juste un homme perdu qui finit par croire qu'il peut encore sauver quelque chose. Et peut-être, encore une fois, que c'est ça le plus gros problème du film, faire exister un héros intemporel dans un monde qui n'a plus le temps. Pour que John Carter devienne le sauveur de Barsoom, il faut d'abord qu'on y croie. Barsoom, ce nom claque comme une promesse d'aventure, un écho poussiéreux venu d'un autre temps. Mais encore faut-il que le public moderne sache rêver avec lui. En adaptant Une princesse de Mars, Andrew Stanton avait un défi, faire revivre une planète imaginée il y a plus d'un siècle, tout en la rendant crédible aux yeux d'un public post-Avatar, post-Star Wars, post-Seigneur des Anneaux. Il voulait du souffle, de l'ambition et une relecture sérieuse d'un monde jugé un peu ringard. Et Disney croyant flairer une nouvelle franchise a mis les moyens. Mais voilà, en voulant faire grand, ils ont fait dense. En voulant rendre hommage, ils ont parfois étouffé l'émotion. Et Barsoom, pourtant majestueux sur le papier, est resté en partie inaccessible à l'écran. Là où Avatar nous éblouissait avec une planète luxuriante et fluorescente, John Carter nous propulse sur un monde à l'agonie. Un désert rouge, des ruines antiques, des civilisations sur le déclin. Visuellement, les décors naturels de l'Utah donnent une ampleur réelle au film. Le sable vole, le vent souffle, la poussière vit, etc. Barsoom est une planète magnifique, mais qui peine un peu à faire rêver. Cette beauté brute, ce réalisme voulu finit par manquer de magie. Barsoom reste trop aride pour enflammer l'imaginaire du spectateur. Les vaisseaux volants ont un charisme rétro, les costumes font parfois penser au péplum et la technologie martienne semble tout droit sortie d'un rêve victorien. Mais tout cela arrive dans un monde saturé d'images toujours plus spectaculaires. En bref, Barsoom est belle, mais elle arrive après Pandora, et cette arrivée tardive change tout malheureusement. De plus, Barsoom n'est pas qu'un décor, ce sont des peuples, des cultures et des conflits. Les Tarks, grands aliens verts à quatre bras, sont peut-être les plus réussis visuellement. Leur animation est signée par les équipes de Pixar, et Willem Dafoe leur donne une vraie dignité. Leur tribu, brutale mais pleine d'honneur, aurait pu devenir l'élément fort du film, qui est malgré tout ce qu'il y a de mieux je trouve dans ce film. J'adore Sola, et même Oula, mais on est loin de la force de ces personnages et cultures dans les livres. Et à côté d'eux, les autres civilisations s'enchaînent beaucoup trop vite. Helium et Zodanga, les deux grandes cités humaines de Mars, peinent à se différencier pour les spectateurs. Les costumes, bleus ou rouges, mais surtout très cheap, nous aident certes à les différencier. Les enjeux politiques sont aussi là, mais à peine, et vraiment le spectateur non initié est vite perdu. Encore une fois. Et que dire des ternes, ces mystérieux manipulateurs qui tirent les ficelles dans l'ombre. Sur le papier, leur présence ajoute une couche métaphysique à l'histoire. Mais, à l'écran, ils arrivent trop tôt, trop vite, et sans que l'on comprenne vraiment ce qu'ils veulent, ni pourquoi ils sont si puissants. Tout ce petit monde évolue dans un univers complexe et riche, mais demande un niveau d'attention et d'attachement que peu de spectateurs avaient envie d'investir, surtout sur un film aussi concentré. Trop d'ethnologie et probablement pas assez de clarté, alors que pourtant c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans les livres, découvrir ce monde gigantesque. Donc une mythologie lourde et trop ambitieuse pour un seul film. Le roman original est assez simple, un homme se retrouve sur Mars, découvre un monde, une princesse, une guerre et finit par embrasser une destinée héroïque. Mais le film, lui, veut condenser dès le début les bases d'une saga entière. Il empile les révélations, les noms compliqués, les flashbacks sur Terre et même le plan des Ternes, et perd donc en route la fluidité du récit. Ce n'est pas une mauvaise idée d'étoffer une mythologie, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson l'a fait avec brio, mais ici le montage n'aide pas. L'intro sur les Ternes est trop abrupte, la première demi-heure multiplie les sauts temporels, et même si la dernière partie retrouve une certaine grâce, notamment dans son final tragique et poétique, le spectateur a probablement déjà décroché. Donc Barsoom, à force d'être étendu, devient un peu flou. Disney rêvait d'un Star Wars, mais Barsoom n'est pas Tatooine. Ce film devait lancer une franchise, des suites étaient prévues, un univers transmédia était aussi déjà en discussion. Et Andrew Stanton y croyait, il voulait donner à John Carter la même gravité qu'à Dune ou à Star Wars, mais avec la touche émotionnelle d'un Pixar.
Et là où Tatooine est devenu immédiatement iconique, là où Pandora émerveille les sens dès la première bande-annonce, Barsoom reste un peu froide. Il manque l'étincelle, le moment de bascule émotionnel, le petit frisson. Et surtout, le public ne connaît pas John Carter, ce n'est pas le Hobbit, ce n'est pas Harry Potter. Il n'y a pas de fanbase massive à la base. Le film doit tout construire, et il le fait sans pédagogie, sans simplicité et sans immédiateté. Et ici, je pense vraiment que la grande partie de son échec tenait effectivement au choix malheureux de son marketing. Le nom du film, déjà, qui pour moi est une erreur, pourquoi ne pas avoir gardé l'original, Une princesse de Mars, plutôt que juste John Carter, un nom anonyme et ultra random, sans oublier les visuels et la bande-annonce qui nous présentaient pas vraiment l'épopée que le film allait être. Bref, Barsoom a demandé trop vite à un public qui n'était pas prêt à plonger dans le rêve. Et malgré tout, je ne pense pas que Barsoom soit raté, c'est plutôt qu'il n'a pas été compris, il est arrivé trop tard, avec trop d'espoir, dans un monde qui ne savait plus vraiment rêver de cette façon. Et c'est ainsi qu'un film né pour inspirer a été vu comme un suiveur. Et ça quand même c'est un scandale. Encore aujourd'hui, plus de 13 ans après, on lit encore que c'est un sous Star Wars, pompé ou je ne sais quoi, alors que non, bordel, ça a 100 ans. Imaginez Jules Verne accusé de plagier James Cameron. Eh ben c'est à peu près ce qui est arrivé à John Carter en 2012. Il était à la fois un héros de papier, né bien avant Luke Skywalker, bien avant Paul Atreides, bien avant même que l'humanité ne rêve sérieusement d'explorer la galaxie, mais quand ce héros a enfin débarqué au cinéma, il était déjà trop tard. Le public avait vu des sabres laser, des aliens bleus, des Avengers, etc. etc. Et John Carter, le père fondateur de la science-fiction pulp, a été perçu comme un vulgaire copieur. En mars 2012, le cinéma populaire est déjà en pleine mutation. Quelques mois plus tard, Avengers va redéfinir le blockbuster en rassemblant Iron Man, Thor, Hulk dans un même film. La formule Marvel devient alors la norme. On parle de phases, d'univers étendus et de clins d'œil post-génériques. Et 3 ans plus tôt, Avatar avait déjà écrasé toute concurrence avec ses effets révolutionnaires et son immersion totale et passionnante sur Pandora. James Cameron a réussi là où tant avait échoué, créer un monde qui captive instantanément. Et au milieu de tout ça, John Carter débarque, avec un homme qui saute très haut sur Mars et tente de sauver une princesse en armure. Il y a un petit peu comme une sorte de décalage. Tout ce que propose John Carter, les combats sur une planète lointaine, les créatures exotiques, la romance interespèce, la guerre entre civilisations, tout ça le public l'a déjà vu. Ailleurs, et souvent en mieux. Mais c'est justement là l'ironie, ces événements viennent de lui, ou plutôt d'Edgar Rice Burroughs, son créateur. Star Wars lui doit par exemple énormément, George Lucas l'a même reconnu. Le héros propulsé sur une autre planète, le mentor alien, la princesse guerrière, Barsoom était là bien avant Tatooine. Et il a beaucoup pompé. Même Avatar fait des emprunts, un humain qui rejoint un peuple primitif, tombe amoureux d'une native et défend la planète contre des envahisseurs de sa propre espèce. La structure est assez identique. Sauf qu'en 2012, personne ne veut entendre ça. Le grand public ne connaît pas Burroughs. Il voit juste un blockbuster de plus, avec du CGI, des aliens et un héros musclé. Et pour beaucoup, John Carter ressemble à un mélange bancal de Star Wars, Prince of Persia et Conan le Barbare, pour ne citer que. Sans la puissance marketing de Disney version Marvel, ni la nostalgie d'un reboot culte, c'est compliqué. Le fondateur est donc devenu un fantôme, et le fantôme passe pour un plagiaire. Et il y a aussi un malaise avec cet imaginaire. Soyons honnêtes, les décors rococo, les costumes kitsch, les noms aux sonorités étranges, Zodanga, Tarstarkas, Helium, etc. Tout ça peut sembler un peu daté, on n'est plus dans les années 30 ou 50, quand ces mondes faisaient encore rêver. Aujourd'hui, l'anticipation est souvent sombre, réaliste et cynique. Même Star Wars a troqué son côté conte de fées galactique contre des intrigues politiques ou des thématiques identitaires. John Carter, lui, joue la carte de l'aventure classique, princesse en détresse, héros tourmenté, peuple oppressé, guerre imminente, etc. C'est du roman de gare au cinéma, avec sa naïveté et son lyrisme assumé. Et en 2012, c'est un pari risqué. Les ados, cœur de cible de Disney, ne s'y reconnaissent pas du tout. À part évidemment ceux qui avaient lu les bouquins. Les plus jeunes veulent des super-héros et les plus âgés veulent des récits matures. Et du coup, John Carter, ne sachant pas se décider entre les deux, devient un ovni. Et comme je l'ai dit, vu que le contexte ne suffisait pas, la promo, elle aussi était un désastre. D'abord le titre, John Carter, sec, impersonnel, sans référence à Mars, l'aventure ou à la SF. Car oui, Disney a volontairement retiré Off Mars pour, dit-on, ne pas effrayer le public féminin. Résultat, le film devient invisible. Qui est John Carter? Un soldat, un cow-boy, une biographie, on ne sait pas. La bande-annonce, elle, est trop vague. Elle vend de l'action, mais pas d'enjeu. Elle montre un univers sans vraiment le présenter. Et en plus, comme je disais, il est un peu vide. Pas de promesses claires et pas d'étincelles non plus. Et puis vient le box-office, 250 millions de budget, donc oui, il y a quand même un chiffre dans cette vidéo, et seulement la moitié en recettes mondiales. Donc, un des plus gros flops de l'histoire de Disney, ok, ça on est au courant, la presse s'acharne, les mêmes fusent, et la carrière live-action d'Andrew Stanton s'arrête net. John Carter a été sacrifié par une industrie qui n'avait plus le temps d'apprendre à rêver lentement. Et pourtant, malgré tout ça, il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une innocence, une sincérité désarmante. Et c'est peut-être là, dans ces maladresses, que John Carter est quand même devenu culte.
Il y a donc dans John Carter cette honnêteté désarmante, une volonté d'émerveillement simple, presque naïve, comme si le film ignorait qu'il arrivait trop tard dans l'histoire du blockbuster. Et c'est peut-être aussi ce qui le rend si attachant, cette sincérité qui tranche avec le cynisme calculé de tant de productions modernes, surtout chez Disney. Barsoom y déploie toute sa richesse visuelle, les costumes chamarrés des peuples martiens, les vaisseaux solaires aux formes improbables flottant comme des insectes d'or au-dessus du désert rouge, les temples millénaires, les ruines balayées par le vent et même les Tarks avec leurs 4 bras ne sont pas que des créatures numériques, ils sont incarnés avec émotion et parfois même tendresse. Ce peuple, brutal mais guidé par un code d'honneur, devient un miroir inattendu de l'humanité. La musique de Michael Giacchino, elle, ne court ni après la mode ni après la facilité. Elle est ample, tragique, lyrique. On y entend des envolées dignes d'un opéra galactique, mais aussi des moments suspendus, presque murmurés, comme si le film pleurait en silence son propre oubli. La romance entre John Carter et Dija Torres est certes convenue, mais elle a le charme des vieux contes, une princesse forte et savante, un héros taciturne et un amour qui les dépasse. Ici, pas de flirt ironique ni de tension artificiellement sexualisée. C'est une romance chevaleresque, presque désuète, mais étrangement touchante, comme une légende gravée dans le sable de Barsoom. Le film parle de choses simples et nobles, de loyauté, de sacrifice, de transmission entre les mondes et les générations. Il ne cherche pas à déconstruire le genre, ni à y injecter une modernité forcée. Il embrasse la science-fiction comme un mythe fondateur, pas comme une satire de notre monde. À ce titre, John Carter apparaît comme l'un des derniers représentants d'une science-fiction humaniste et poétique, à contre-courant de l'ère post-nolanienne souvent plus cynique et plus méta, et beaucoup moins optimiste. En vérité, Andrew Stanton ne fait pas ici une relecture de Burroughs. Il ne cherche pas à moderniser une princesse de Mars avec des punchlines, des twists ou une ironie décalée. Il tente plutôt de faire revivre l'esprit pulp originel avec une foi presque enfantine dans le pouvoir du récit. Et c'est peut-être là que John Carter touche au cœur, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il croit sincèrement à ce qu'il raconte. Alors que reste-t-il aujourd'hui de John Carter ? Il y a des films que l'histoire du cinéma condamne d'emblée. Un échec au box-office, quelques titres assassins dans la presse, et voilà qu'ils disparaissent, ensevelis sous les bilans comptables et les anecdotes moqueuses. Et John Carter aurait pu en rester là, figé comme une relique d'un rêve trop cher. Mais parfois, la mémoire collective se rebelle. Parfois, un film maudit se relève, boitillant, mais tenace, pour trouver un autre chemin, celui d'une œuvre culte. C'est ce qui est en train d'arriver. Pendant des années, John Carter n'a été qu'un chiffre dans les tops des plus gros flops de l'histoire de Disney. On répétait les mêmes arguments, son budget pharaonique, son marketing incompréhensible, un titre trop vague, et cette incapacité à séduire un public qui ne l'attendait pas. Ce que justement je ne voulais pas faire dans cette vidéo. Puis, le temps a commencé à ronger ses incertitudes. Les spectateurs, débarrassés de cette pression médiatique, ont redécouvert le film. Sur internet, des forums, des vidéos et des articles l'examinent avec un regard neuf. Certains le voient comme un chef-d'œuvre imparfait, et d'autres comme un noble échec. Mais tous reconnaissent une chose. Il a du cœur. Et ce cœur bat d'autant plus fort que notre paysage cinématographique a changé. À l'heure actuelle où les blockbusters ressemblent souvent à des produits standardisés, calibrés pour les algorithmes et les marchés internationaux, John Carter apparaît comme un ovni. Un film qui croit encore au pouvoir simple d'un mythe. Un film qui ose dérouler son récit avec sincérité, sans second degré protecteur. Il rejoint ainsi une tradition inattendue, celle des réhabilitations tardives. Blade Runner, ignoré à sa sortie, The Thing, hué par la critique, sacrilège, Le Géant de Fer, lui aussi, oublié du cinéma mais adoré par toute une génération, ces œuvres-là avaient besoin de temps pour être comprises, et peut-être aussi aimées. Et sous ce nouveau regard, John Carter cesse d'être un raté. Il devient un témoin d'un Hollywood qui essayait encore de rêver en grand. Une pièce d'art brut, imparfaite, mais vibrante. Une véritable vision. Alors oui, peut-être que Barsoom n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que dans 20 ans, on se souviendra de lui comme d'un survivant, et pas forcément d'un flop, pas d'un échec, mais d'un monde oublié qui a attendu patiemment qu'on lui tende à nouveau la main. Ainsi, John Carter n'est clairement pas un film parfait, mais c'est un film honnête. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça ressemble déjà à un petit miracle. Et surtout, c'est un film sacrifié par un studio frileux. Là où aujourd'hui Marvel crame des thunes en s'enfonçant joyeusement, pour Carter, ça a été un stop direct. Et pourtant, dans un paysage où le cinéma semble revenir au succès solide plutôt qu'au coup marketing forcé, on peut peut-être rêver d'un retour. Pourquoi pas une nouvelle adaptation, plus fidèle, mieux écrite, voire même une série qui développerait vraiment son lore et son récit, avec un rythme moins artificiel, un peu comme Game of Thrones l'a fait pour la fantasy. Car oui, je maintiens, malgré sa classification de science-fiction, John Carter appartient au royaume de la fantasy spatiale, ou même de la fantasy tout court. Tous les codes y sont, le chevalier en armure, la magie, la princesse en détresse, une quête mystique pour sauver tout un monde, et même l'artefact en guise de MacGuffin. Et peut-être que c'est même la fantasy qui a tout emprunté à Burroughs, vu qu'il était là avant. En vérité, John Carter n'est ni le désastre absolu qu'on a trop souvent raconté, ni le chef-d'œuvre caché que certains veulent défendre à tout prix. C'est un film unique, coincé entre deux époques, trop sincère pour l'ère du cynisme et trop classique pour un public moderne, nourri à l'ironie.
Il a trébuché, oui, spectaculairement, mais dans sa chute, il a laissé derrière lui quelque chose de rare, une trace, une empreinte. Il a rouvert une porte vers un imaginaire pulp, oublié. Il a rappelé qu'un blockbuster pouvait encore être naïf, grandiose et aussi maladroit, mais animé par une vraie foi dans l'aventure. Et peut-être que c'est ça, au fond, qui le rend précieux avec le recul, parce que les films parfaits, on les oublie parfois. Mais les films qui se battent pour exister, eux, finissent par être inoubliables.